Bonjour les gens des Hauts, aujourd'hui nous sommes à Béthune, à cheval entre les collines de l'Artois et la plaine de la Lys, d'origine celte. Béthune viendrait de B signifiant près de et thune qui veut dire buisson, donc ça veut dire près des buissons. Voilà, c'est du celte, hein, impressionné, hein. Oui mais c'est normal, j'ai une maîtrise en langue celtique. De Beuvry à Locon, je vais sauter sur les toits, je vais me faire une banque, je vais la visiter, hein. J'ai pas envie d'avoir des problèmes. On va parler culture, on va parler éco-citoyenneté ici à Béthune. Béthune d'ailleurs la ville préférée de Richard Cossiante. Béthune n'est pas là. Bref, je vais aller à la rencontre des habitants de cette ville située entre tradition et modernité. Allez, sommaire! Eric va nous aider à percer les secrets de la banque, un lieu dédié à l'art contemporain. Nous déambulerons avec Audrey dans son bus éco-citoyen, le Café Méléon. Dylan va m'initier ou tenter de m'initier au parcours, une discipline sportive et artistique. Nous rencontrerons Claude dans son atelier, un tailleur de pierre amoureux des traditions. Elisiane nous expliquera comment les producteurs d'ail de Locon ont commencé le tressage. Me voilà devant l'église Saint-Va, et non pas Saint-Vaast. Parce que si tu dis Saint-Vaast, vous avez vu ce qui se passe quand on dit Saint-Vaast? Ah, j'ai encore dit. L'église Saint-Va, avec son architecture monumentale de style gothique, caractérisée par une tour de 68 mètres de haut. Nous allons faire la connaissance de Bernard, organiste, mais pas que. Il nous a donné rendez-vous ici, pour nous montrer l'une des fiertés de la ville, qui a nécessité plus de 15 000 heures de travail entre sa conception et son montage. 15 000 heures de travail. Vous imaginez en congé payé, ça fait beaucoup. Allez, rencontre avec Bernard, l'organiste. Préparez bien vos oreilles. Une expérience hors du commun vous attend. Waouh. Ah ouais. Ah. Bonjour Bernard. Bonjour Camini, ça fait plaisir de recevoir une star de la télé dans cette église. Ah, une star, je sais pas. Brad Pitt, c'est une star. Hein. Moi, je suis un peu votre frangin, voilà. Moi, je suis du coin. D'habitude, on a l'évêque d'Arras, c'est une star aussi, mais là, ça change, quoi. C'est bien. Pourquoi m'avoir donné rendez-vous ici, Bernard? Parce que Béthune, c'est une jolie ville reconstruite, donc, qui avait été sérieusement endommagée après la Première Guerre, et notamment l'église. Elle a été détruite en 17 et reconstruite entre 24 et 27. Par le fameux célèbre architecte cordonnier. Et cette église, il l'appelait sa reine, parce que c'est sa plus grande, et la princesse, c'était celle de l'Aventie. Il y a beaucoup d'artistes qui sont intervenus, notamment au niveau des vitraux. Les vitraux sont classés monuments historiques, sont très beaux d'ailleurs, hein, pour l'époque, c'est vraiment une belle réalisation. Une chose aussi qu'il faut souligner, c'est l'orgue qui a été reconstruit, qui a 16 ans. Il date de 2001, on l'a complètement reconstruit. Et puis, c'est un des plus beaux de la région, il y en a 526 dans la région. Et en termes de son, c'est aussi dans le top 3 des orgues dans le monde. C'est la Ferrari des orgues ou pas? Oh, oui, c'est une Ferrari, oui. Ouais. Une Formule 1, je préfère. Ah, d'accord. Bon, écoutez, on va parler orgue alors. On y go? On y va. Ah, voilà la bête. Voilà l'engin. Je sais pas comment vous l'appelez, vous. On appelle ça la console et on appelle ça l'orgue. La console, comme la console d'un cockpit d'un avion. C'est impressionnant, on n'imagine pas qu'il y ait autant de touches sur un orgue. On pense au clavier, mais on pense pas... Comment ça s'appelle ces touches-là? Alors, ça s'appelle des registres et ça correspond à des sonorités différentes. Tu vois, si je n'en tire pas, on n'entend rien. Ah, d'accord. Alors là, je vais en tirer un. Ok. Magique, j'en tire un deuxième. C'est un peu sirène de pompier, ça. Double octave. Ah ouais. Octave grave. Et les pieds aussi, je vois, il y a des... Ouais. Et alors les pieds, oui, ça sert aussi, c'est pas pour rien. Vous avez commencé l'orgue à quel âge et comment? Qui vous a donné cette envie, cet élan? C'est tout simple. En fait, mes parents étaient pratiquants, donc ils voulaient que je sois enfant de chœur. Seulement, au lieu d'écouter le curé, j'écoutais l'orgue. Ah ouais, donc c'était instinctif. C'était instinctif. Je comprenais mieux ce que l'orgue racontait que le curé pouvait dire. Donc je me suis dit, il faudrait peut-être que je fasse de la musique. Alors comme on ne pouvait pas commencer l'orgue directement, j'ai commencé à faire un peu de piano. Et puis de fil en aiguille, je suis allé au conservatoire. Et puis surtout, ce qui m'a beaucoup intéressé dans l'orgue, c'est le fait qu'ils sont tous différents. On explore des mondes sonores complètement différents, des acoustiques différentes. Et ça m'a donné même envie de faire l'inventaire de tous les orgues de la région. Et si je vous dis Michel Chapuis, est-ce qu'il a été important dans votre parcours?
Michel Sapis, c'est un peu douloureux parce qu'il vient de nous quitter, là. Effectivement, c'était mon professeur et c'était un grand monsieur de l'orgue. L'article du Monde parlait de lui comme un géant de l'orgue français. D'accord. Bon, écoute, vous savez quoi? On va jouer pour Michel. Voilà. On va nous faire une petite démo en son honneur. Les gens des hauts, les gens des hauts. Oh là là. Camini featuring Bernard. Comment ça fonctionne? Alors ici, on a la mécanique du clavier qui est juste, où les tuyaux sont juste ici au-dessus. Il faut un mécanisme qui prend la touche ici et qui va chercher le tuyau là où il se trouve. Donc en fait, là, ce tuyau, il se trouve ici. Et ici, il y a de l'air comprimé. Et vous, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir? Parce que vous avez déjà fait tellement de choses. Moi, ce que je souhaite, c'est que l'orgue soit considéré vraiment comme un instrument de musique et qu'on puisse l'aborder de la même manière qu'on a envie de faire de la flûte, du violon ou du piano, quoi. Que ça ne soit pas simplement un instrument avec l'étiquette musique religieuse. Par exemple, au Japon, il y a 450 salles de concert, il y a 450 euros. En France, pour te donner une ordre d'idée, il y en a un à la Philharmonie de Paris, il y en a un à l'Auditorium de Radio France et il y en a un à l'Auditorium de Lyon. Ouais, donc C'est-à-dire, on il y en a les compte, trois. on les compte vraiment sur le bout des Tous doigts. les autres sont dans les églises. Alors les églises, tout le monde n'y va pas. Dans l'ancienne Banque de France de Béthune, on a fermé les guichets, on a fermé les coffres, mais on a ouvert un espace dédié à la création contemporaine. La banque est aujourd'hui un lieu de production et de diffusion d'art national et international qui sensibilise les plus jeunes à l'art sous toutes ses formes. Et Éric Deleval, instituteur, va nous expliquer comment percer les secrets du coffre de la banque. Cette ancienne Banque de France, située en plein cœur de Béthune, est désormais dédiée à l'art contemporain. Diverses actions sociales rendent cet art accessible à tous. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à Béthune, dans l'ancienne Banque de France. Vous pouvez me suivre, je vais vous proposer de visiter. La vocation de ce lieu, c'est de faire savoir à tout un public sur ce territoire et même au-delà de ses frontières que l'art contemporain, c'est un domaine qui est accessible à tous. Ce lieu est un peu atypique. Il présente cependant de nombreux avantages et notamment son étagement, puisque nous sommes ici dans la salle des coffres. C'était le lieu le mieux gardé de toute la région à l'époque où la banque était en fonctionnement. Et puis ont également été réhabilités au premier étage l'appartement du directeur, ce qui permet d'avoir une idée assez précise de ce qu'était le niveau de vie d'un directeur de Banque de France vers la fin du siècle dernier. Il y a un partenariat qui est extrêmement important, c'est celui que nous avons établi avec l'Éducation nationale. Et donc l'offre est double, il peut s'agir d'une visite unique et on a aussi la possibilité d'aller un peu plus loin en proposant un parcours. Et donc là, on sera sur un travail à thème avec une classe qui reviendra 4 à 5 fois sur le lieu pour pratiquer des ateliers. Ici, on est dans la salle pédagogique de la banque avec les élèves de 4e du collège Liberté d'Anzin. Et après une visite où on a évoqué le volcan Pompéi, on va travailler à recréer la ville de Pompéi en pâte à modeler. Et en gros, l'idée, c'est de pouvoir développer ici les arts plastiques, pas uniquement que sur le dessin, que sur la photo. L'idée, c'est de replonger un petit peu sur des matières premières, la pâte à modeler. C'est avec eux qu'on va travailler à prendre des habitudes culturelles, à pouvoir les faire apprécier de venir faire une visite au musée. C'est avec eux qu'on va essayer de bâtir un peu les nouveaux citoyens de demain. Me voici à Essart, où Audrey nous attend dans son bus éco-citoyen.
elle va nous amener à la rencontre des enfants du quartier de Montliébeau. Le voici, le voilà, le Café Méléon. Bonjour, le Café Méléon. Salut. Salut. Bonjour Audrey, c'est vous que je viens voir. Quel est le concept alors du Café Méléon? C'est un café, comme n'importe quel café, sauf que chez nous, il n'y a pas d'alcool. Bien sûr. Et que c'est vraiment adapté aux enfants. Et l'idée, c'est d'être dans un lieu un petit peu, un petit sas, un petit cocon entre l'école et la maison. Un endroit où on peut se poser, où on peut prendre du temps pour soi et puis faire des activités aussi. On a des rendez-vous réguliers à heure fixe où les gens viennent pour participer en fait à un atelier. Et alors vous voyagez de quartier en quartier, de ville en ville, même dans les zones rurales. Voilà. Vous allez jusqu'où comme ça? Alors, on se limite à une vingtaine de kilomètres autour de notre lieu d'implantation qui est Béthune. Le projet a été pensé pour le Béthunois, donc c'est là qu'on connaît bien les gens. Qu'est-ce que vous faisiez dans la vie au quotidien? À la base, je suis donc issue des métiers de la communication. J'ai travaillé une dizaine d'années dans l'événementiel, donc au final, pas grand-chose à voir avec ce que je fais actuellement. Ce projet, on l'a monté en tant que bénévole. Donc au départ, j'étais bénévole et puis je suis devenue salariée. L'idée, c'était de créer un endroit où on puisse partager du temps ensemble. Donc au final, le point de départ de ce projet, c'est l'amour, c'est l'affection pour les enfants. On a envie de passer du temps en famille. C'est ça, c'est vraiment les enfants en fait, le point de départ du projet. Bon, alors moi, je veux savoir concrètement ce que vous faites. Les enfants sont là? Les enfants nous attendent, je pense. Eh Oui, ben, ils sont on là. va aller les voir, on va les faire rentrer. Il me semble. Hein. Allez, venez, on va aller chercher les musiques. Bonjour les enfants. Alors avant de rentrer, petit jingle pour le Café Méléon. Le Café Méléon, le café des enfants de Béthune et environ. Merci beaucoup. Allez, venez, il y a tout le monde qui vous attend. Il y a Audrey, Cathy, Jérôme qui sont là, et même Justine Bieber qui a fait le déplacement. Vous allez voir, elle est dans le fond du bus comme ça, caché. Allez. Bon alors Cathy, les enfants, les familles, concrètement, qu'est-ce qu'on fait ce matin comme activité? Alors ce matin, on va raconter la légende du colibri en raccourci. Cette légende, elle se passe dans une forêt où il y a un petit colibri. Un colibri, c'est cet oiseau avec son long bec qui adore aller chercher du nectar dans les fleurs. Et un jour, malheureusement, un grand incendie se déclare. Il y a le feu dans la forêt. Je fais les bruitages du feu, tu vois. Voilà. Alors là, que fait le petit colibri? Eh bien lui, il décide d'aller mettre des gouttes d'eau sur le feu. Pendant que C'est les gouttes d'eau du colibri sur le feu. tous les autres animaux se sauvent pour échapper aux flammes. On a le serpent qui s'enfuit, on a le toucan, on a le guépard. Le guépard. Il est déjà parti, très rapide le guépard, très rapide. Bon, les enfants, les mamans, au revoir. Et profitez bien du Café Méléon. Et comme dit la chanson, le Café Méléon, le café des enfants de Béthune et de ses environs. Allez, jouez sur le jingle. Au revoir. Il fait quoi? Ils sont bas. Il fait une blague? Souplesse, agilité et coordination. Voilà les qualités requises pour être un bon traceur. Mais qu'est-ce qu'un traceur? C'est un pratiquant de parcours. Mais qu'est-ce que le parcours? Le parcours, c'est simple. C'est une discipline sportive et artistique qui consiste à franchir des obstacles urbains ou naturels. Dylan, avec agilité, rapidité, vitesse et finesse, va nous expliquer tout ça. Ouh 286 rue Fernand Barre. Il n'y a rien ici. Bon, à part des tags et des têtes de tigre. Ou des têtes de squelette. Ils sont où les gars là? Comme on dit chez moi, d'où qu'ils sont là? Waouh! Salut. C'est de la téléportation là à ce niveau-là. C'est pas... Exactement. Ça va Dylan? Ça va et toi? La forme ou quoi? Alors Dylan du Specimen Crew. C'est ça. Bon alors cette passion pour le parcours, c'est venu comment? Est-ce que c'est venu avec le film Yamakasi? Ça commence avec ça, il y a avec Makassi et Banlieue 13, et mon ami qui est Julien qui est derrière. Et vous êtes arrivés quand? Ils sont arrivés quand? Mais vous avez tous des pouvoirs magiques, c'est incroyable ça! Bah salut les gars hein. Et du coup voilà, c'est lui qui m'a surtout lancé dessus il y a 7 ans. On a créé notre asso il y a 4 ans maintenant. Et donc on se trimballe dans les rues. Et on dit quoi? Vous êtes des athlètes? Vous êtes des artistes? Vous êtes les deux? C'est un peu les deux. À la base, le parcours, le nom, c'est l'art du déplacement. Donc ça reste une pratique totalement différente d'un sport basique, il n'y a pas de compétition. C'est vraiment une évolution sur soi-même et on essaie d'être un maximum artistique dans chaque mouvement. Bon, ça reste aussi un sport, donc du coup, on peut être athlète ou artiste. Ça dépend de la personne.
Quelles sont les qualités requises pour pratiquer le parcours? On part d'un mouvement de base qu'on fait tous enfants, grimper sur un muret, grimper sur une bordure, sauter d'un truc à un autre. C'est des mouvements de base que nous, on travaille pour rendre artistiques et beaucoup plus admiratifs en termes physiques, quoi. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir par rapport à votre association? Alors, on aimerait avoir un local pour pouvoir donner des cours, faire un parcours parc en intérieur, ce qui serait plus sécurisé pour nous, pour les jeunes avec qui on travaille, et ça nous permettrait de faire une évolution constante pour l'asso, quoi. Vous employez souvent l'expression travailler sur soi. Qu'est-ce que ça veut dire travailler sur soi? Alors c'est du développement physique, donc à force de répéter les sauts, on peut toujours agrandir ses sauts, et c'est aussi du travail mental, parce qu'on va travailler un truc au sol, mais on n'est pas forcément capable de le refaire en hauteur ou pas. Nous, avec l'expérience qu'on a à l'heure actuelle, on peut se permettre de sauter à une certaine hauteur, d'un toit à un autre, ou d'une barrière à une autre sans souci. Est-ce que ça donne un cadre dans la vie, une direction un peu, ça canalise un peu Ouais, non, en fait, nous à force, on va se balader dans une ville, on va pas voir la ville comme un simple piéton, on va imaginer tout ce qu'on pourra faire avec le décor. Une personne annexe, elle va avoir un trottoir, elle va avoir des marches, elle va avancer. Nous, on va pouvoir faire l'assemblage des deux entre un saut, une acrobatie, un passement. Ça nous permet de voir les choses totalement différemment, quoi. On peut dessiner notre trajet. Bon bah écoutez, moi je suis chaud pour une démo là, qu'on fasse un peu de parcours ensemble et tout. Moi aussi je vais vous montrer des trucs tout à l'heure. Allez. Facile. Wow. Ils sont où? Ils sont fous ces jeunes-là. La devise de Claude Jouet, c'est façonner à la perfection les jolies choses que les anciens nous ont laissées, tout en essayant de les égaler. Un moment de poésie taillé dans la pierre. C'est dans son atelier, au parc Prévôté, que Claude va nous expliquer son métier d'art de tailleur de pierre. Dans le superbe parc de la Prévôté, Claude, autodidacte, nous fait entrer dans son atelier pour nous livrer sa passion et son art de plus en plus rare. Je me suis mis dans la taille de pierre sans vraiment savoir ce que c'était. Et j'ai persévéré, et puis voilà, de fil en aiguille, j'ai appris à tailler la pierre. J'étais maître tailleur de pierre plus tard. Que ce soit la pierre tendre, la pierre dure, le granit, le marbre, ce sont des matériaux qui sont nobles. Vous avez différents matériaux, plus ou moins durs. Comme ici, vous avez des éléments de pierre en blanche, que vous avez une pierre demi-dure. La pierre bleue que vous avez sur le côté ici, c'est sur de la pierre de Soigny. C'est une pierre marbrière qu'elle peut être polie, qui rend un rendu très marbré, très beau. Une pierre très très dure. Il faut donner beaucoup plus de coups pour faire un éclat, hein, ça c'est sûr. Et vous avez aussi le granit qui se travaille aussi, bon, pour les monuments et funéraires, mais pas pour que ça aussi. Que ce soit une pierre dure ou tendre, c'est pareil. Et c'est la matière qui parle avec vous, quoi. Moi, je peux travailler toute une nuit à travailler le caillou, quoi, c'est vrai. La taille de pierre, c'est travailler sur des lignes droites, tandis que la sculpture, c'est beaucoup de courbes. Ça travaille beaucoup plus fin pour essayer d'harmoniser les cheveux. La taille de pierre, c'est un travail pour les monuments, tout ce qui est rectiligne, tout ça, les cathédrales, tout ça, tandis que la sculpture, c'est de l'ornement. La chapelle Gosse-de-Gore, c'était un édifice gothique qui tombait en ruine, hein, qui avait plus de toiture, tout ça, c'est avec du lierre partout. Une chapelle, en l'occurrence, je me suis dit, on ne peut pas laisser tomber ça, c'est vrai, c'est désastreux.
Les travaux ont commencé en mai 2013 et puis là en 2017, ce ne sera pas fini. J'aurais aimé finir cette année, mais je ne crois pas. Tout s'est fait à la force des bras. Hein. Même la taille de pierre ne s'est jamais fait à l'électricité. Donc 4 ans de travail de bénévolat. Bon, c'est vrai que ça surprend, mais quand on aime, on ne compte pas. Hein. Alors le seul regret que j'ai, c'est de ne pas avoir fait les compagnons, de ne pas avoir fait le Tour de France. Ce n'est qu'un regret, quoi. Nous voici à Locon, petit village d'irrésistibles producteurs d'ail, pour rencontrer Lisiane, qui va nous expliquer comment ici on tresse l'ail et l'amitié entre les gens. Il s'appelle Gaillan ou géant en picard. La plante se distingue moins par ses dimensions que par sa longévité. Ce produit phare du Nord-Pas-de-Calais peut se cuisiner 1 an après avoir été ramassé. Les cultivateurs d'ici sont les premiers à les avoir tressés à leur rencontre avec les pionniers du tressage d'ail. C'est parti! Bonjour tout le monde! Bonjour. Ah bah écoutez, c'est magnifique. Alors qu'est-ce qu'on a là? On a de l'ail blanc tressé, qui est celui qu'on vend à la foire à l'ail de Locon. Ok, d'accord. Bah alors moi je veux savoir comment ça fonctionne le tressage. Mais avant, est-ce que je peux en faire une boucle d'oreille comme ça, tac? Si vous voulez. Hein, allez, on va tresser les... Allez. Eh bien, venez voir le tressage. Allez, l'atelier. Quelquefois, ça se fait comme ici sous un beau porche, mais ça peut se faire dans un hangar, ça se fait dans un coin de la ferme, traditionnellement dédié à cet usage. L'idée du premier tressage, qui c'est qui l'a eu? C'est nous, les nouveaux habitants du village, qui avons créé une association pour essayer de faire une fête et d'apprendre à connaître les habitants. Et on a eu l'idée d'une foire à l'ail, donc on a associé ce produit local qui était cultivé régulièrement dans le village, mais qui était vendu en gros. Et aujourd'hui, on tresse fleuri, Ouais, j'ai vu ça, hein. joliment décoré. Et ça a commencé en quelle année tout En ça 1978, il y a 40 ans. Et est-ce que parmi les producteurs, est-ce qu'il y a des très jeunes aussi? Oui, il y a des gens qui ont 30 ans. Donc c'est intergénérationnel. Vous Oui, avez tout réussi à à fait. instaurer Tout à fait. une tradition qui Tout à touche fait. toutes les générations de Oui. cultivateurs, d'agriculteurs. C'est surtout une fête familiale, une fête champêtre, rurale. Est-ce qu'il y a des ailes différents ou comment ça fonctionne là techniquement Oui, nous avons une variété ici, mais pour ça, je pense qu'André est mieux placé que moi pour répondre. Ah bah André alors. Lui, il va être compétent pour répondre. Bonjour André, alors parlez-moi de l'ail, dites-moi tout ce que vous savez sur l'ail. C'est la variété Gaillan. Pour nous, c'est la meilleure ail qu'on ait, parce qu'elle conserve bien et elle est de bonne qualité. C'est une des meilleures ailles de notre patrimoine. Pour la tresser, il faut qu'elle soit bien sèche. D'accord. Parce que si vous la tressez, qu'elle est encore un peu Humide, tout ça. humide, après ça va moisir. Pourquoi votre ail est le meilleur? Ah bah parce que c'est une note. Non mais c'est vrai. Hein, c'est pas un piquant. C'est bon. Mais alors, et cette ail, comment on le consomme? Ah, on le consomme à toutes les sauces. Et le jour de la foire, nous avons créé une soupe traditionnelle que d'ailleurs nous allons vous faire déguster et qui a obtenu en 82 le prix départemental des métiers de bouche. Ah bah alors moi j'ai hâte de goûter à la soupe alors. Voilà. Eh bien, je vous invite On y à va venir la goûter. Allez. Ah bah il y a déjà du monde. Bonjour tout le monde. Bonjour. 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 Moi alors la fameuse La soupe. voilà la soupe. La voici, la voilà. Voilà. Elle est composée avec quel ingrédient? Dans 1,5 litre d'eau froide, versez un bol d'ail, épluchez 500 g de pommes de terre, coupées en morceaux et 500 g de tomates pelées, salées et poivrées, mixées en fin de cuisson. Voilà. C'est Incroyable. très simple. Et donc je vais pouvoir goûter hein, cette Oui, fameuse. tout à fait. Ah bah, j'ai hâte alors, j'ai hâte. À votre santé. Ah bah écoutez, merci. Hein. J'attends que vous servez aussi André. On va vous servir les amis, vous inquiétez pas. Il y en aura pour tout le monde. Soupe à l'ail de Locon, soupe à l'ail de Locon. Hop. Bim, voilà madame, voilà. Tout le monde a eu sa soupe, à part Lisiane, la présidente de l'association LS. T'as même pas été servie, Lisiane. C'est fou ça. Mais bon, moi je dis, il n'y a pas de fête sans musique. Alors on va se quitter en musique. Alors attention, on va lui faire un tonnerre d'applaudissements quand il va arriver. Moi je vais l'annoncer comme un champion. Parce que c'est un champion. Romain Pruvot, 15 ans. Champion de France d'accordéon 2015, 2016, 2017 et récemment champion du monde d'accordéon catégorie musette. On accueille très fort, tous ensemble, plein d'énergie parce que c'est un gars du coin, Romain Pruvot. Allez.
les gens des hauts, les gens des hauts, les gens des hauts, les gens des hauts. Eh bien, j'espère que cette émission vous a plu. Hein. Vous pouvez la revoir sur france3.fr et suivre nos aventures sur Facebook et les réseaux sociaux. Les gens des hauts. Et d'ailleurs, à bientôt. Au revoir tout le monde. Merci le con. Merci le con.